Bonsoir. Oui, on m'entend, je crois. Voilà. Bonsoir, donc je suis Anne-Cécile Robert, je suis la présidente de l'Union de la presse francophone, la présidente internationale, hein, puisque l'UPF fonctionne avec des sections nationales, avec chacun et chacune leur président, et je suis la présidente de l'international, c'est-à-dire de l'ONG qui coordonne toutes ces sections. Donc, je vous remercie d'être venu ce soir et je salue bien sûr aussi ceux qui sont à distance, puisqu'on a ouvert un lien Zoom pour les sections de l'UPF qui sont à l'étranger, notamment en Afrique, mais pas seulement, en Thaïlande, en Amérique du Sud, pour qu'ils puissent nous suivre ce débat. Voilà quelques retardataires. Bonsoir tout le monde. Donc je tiens évidemment à remercier Louis Dreyfus qui nous accueille chez lui et qui nous permet d'avoir ce magnifique auditorium dans lequel nous allons passer, j'espère, de bons moments et avoir des échanges intéressants. Quelques mots peut-être sur l'Union de la presse francophone, qui est moins connue en France qu'à l'étranger. Et pourtant, l'UPF a été créée en 1950, c'est assez ancien, d'une initiative franco-canadienne, avec une double mission, défendre la liberté de la presse et défendre la langue française dans les médias. Deux missions extrêmement importantes. Alors, la liberté de la presse est très couverte par beaucoup d'associations. Les plus célèbres, c'est évidemment Reporters sans frontières ou la Fédération internationale des journalistes. La question de la langue française, de la francophonie, est moins couverte dans le secteur des médias et particulièrement sous-estimée en France. C'est-à-dire si vous allez en Asie, si vous allez en Afrique et que vous parlez de la francophonie, ou au Canada bien sûr, on va réagir spontanément et mesurer l'intérêt de la chose. En France, on a souvent tendance à sous-estimer l'importance de la francophonie. Et je ne vais pas faire un long discours parce qu'on a un autre sujet, mais simplement quand même insister sur ce point. Déjà, à l'étranger, je salue à nouveau les présidents et présidentes de section qui nous regardent depuis l'Afrique. C'est souvent un défi très concret de pouvoir travailler en français parce qu'il y a les anglophones, il y a maintenant les Chinois qui achètent des médias entiers, donc c'est un vrai défi. Mais chez nous, on aurait tort de le sous-estimer aussi, parce que s'exprimer en français, ça nous paraît spontané. Mais en fait, si vous faites la même lecture que moi, si vous écoutez les mêmes radios que moi, vous verrez que la langue qui se pratique se dégrade quand même vitesse grand V. On parle avec beaucoup d'anglicisme, on parle avec une grammaire approximative, on tire les mots au sort. Donc la francophonie, c'est une façon d'être solidaire des autres francophones, mais chez nous, aussi de défendre la qualité de la langue avec laquelle on s'exprime. Et personnellement, je fais un lien entre la qualité de la langue avec laquelle on s'exprime et la lutte contre les infox, contre les intox, dont on va parler aussi tout à l'heure. Il est très difficile d'avoir un débat libre et raisonné, et de lutter contre les quiproquos si on s'exprime dans une langue approximative. Donc voilà, ces quelques propos introductifs. Alors, on a choisi ce thème de l'intelligence artificielle ce soir parce que c'est un sujet qui est beaucoup traité. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de tribunes, d'ouvrages, mais pas beaucoup du point de vue des médias. C'est-à-dire la question de savoir les transformations, les conséquences de l'intelligence artificielle pour le métier de journaliste, pour l'économie des médias, est peu finalement discutée. Et donc on a voulu, avec nos invités, essayer, non pas d'apporter toutes les réponses, parce que ce n'est pas possible, mais au moins d'essayer de poser les bonnes questions, en évitant les deux écueils.
un trop grand optimisme. On entend parfois, ou on lit parfois des commentaires qui nous disent que l'intelligence artificielle va tout résoudre, qu'en fait même certains prétendent qu'elle va remplacer l'homme, etc. Bon, je ne sais pas si ça serait vraiment une bonne nouvelle en même temps. Et puis de l'autre côté, on a des commentaires plutôt négatifs ou inquiétants qui nous disent que l'intelligence artificielle va créer toutes sortes de biais, toutes sortes de problèmes, que les journalistes vont disparaître parce qu'ils vont être remplacés par des machines. Enfin, voilà. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités que vous connaissez sans doute. Donc, Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du Monde, Bonsoir. qui nous accueille ici. Marion Carré, qui dirige une entreprise intéressante qui est à la croisée de la recherche, de l'art, des réflexions philosophiques, des pratiques artistiques, et qui, je trouve, a un point de vue intéressant sur l'intelligence artificielle. Bonsoir. Et Steven Jambeau, qui Bonsoir. est de Radio France Internationale et qui anime une émission très intéressante qui s'appelle L'Atelier des médias, que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Louis, à tout seigneur, tout honneur. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont le groupe, le monde voit ces questions? Alors d'abord, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, on a vu au cours des dernières semaines un brusque changement dans la prise en compte de cette problématique dans les stratégies médias et dans le niveau d'inquiétude. Moi, ça fait 3 semaines que je participe à des débats plutôt à l'étranger avec la patronne du Guardian, le patron du FT, du Télégraphe. Avant, c'était en Amérique du Sud. 90% des discussions que nous avons, donc dans des tables rondes, sont consacrées à l'intelligence artificielle. Donc il y a un effet de panique générale qui, à mon avis, traduit deux choses. D'abord, euh, une logique de grand nombre, que ce soit en termes euh, de nombre d'utilisateurs, puisque je crois que ChatGPT a en quelques semaines atteint 200 millions d'utilisateurs, enfin quelque chose de phénoménal. Les budgets ou les sommes d'argent qui sont investis, hein, OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, qui est valorisé à 29 milliards, qui a dû être créé il y a moins de 8 ans, Microsoft qui annonce un investissement de 10 milliards, Google qui répond tout de suite. Donc il y a pour des médias qui sont euh, euh, assez fragiles dans leur modèle économique, il y a eu un effet d'accélération. Et par ailleurs, moi, donc on nous interroge régulièrement pour voir quels sont les risques, quelles sont les opportunités, en nous demandant d'essayer de trouver une forme d'optimisme dans notre analyse. Moi, je la cherche encore. C'est-à-dire que on a, si je prends le groupe Le Monde, donc on a des journalistes salariés qui travaillent de manière plutôt exclusive pour nous, qui produisent des contenus qui doivent être particulièrement rigoureux. Et notre modèle économique repose sur que des lecteurs payent pour lire ce contenu, globalement. L'intelligence artificielle, en tout cas les derniers outils qui ont été montrés, que ce soit ChatGPT ou Bard, qui est développé par Google, vous propose qu'un algorithme écrive un texte directement et que ce texte soit mis à disposition librement. Donc pour moi, c'est l'inverse de ce que je fais. Et d'autant plus que ce texte qui va être produit directement risque d'utiliser pour partie des textes que nous avons produits sans qu'on puisse savoir ce qui a été gardé, ce qui n'a pas été gardé, et surtout dans quelle mesure on est rémunéré. Donc pour nous, c'est potentiellement un changement absolu de modèle. Et d'où une préoccupation majeure. Tu le sais peut-être, il y a 13 ans, quand le groupe a été recapitalisé, on a créé un comité d'éthique et de déontologie qui est constitué pour l'essentiel de représentants des sociétés de réaction ou de membres indépendants. Là, pour la première fois en 13 ans, Jérôme Fenoglio, qui est le directeur du journal, a sollicité l'avis du comité d'éthique pour encadrer
la pratique ou l'analyse qu'on pourrait faire de l'usage de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. En disant, là, nous sommes démunis. Dans 3 semaines, on réunit ce qu'on fait chaque année, les 150 cadres dirigeants ou rédacteurs en chef de ce groupe. La moitié de la journée va être consacrée à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'imposer à tout le monde. Après, c'est très compliqué d'esquisser des solutions, puisqu'on a des outils qui se développent plutôt à l'étranger, et des régulateurs qui sont aujourd'hui assez absents, parce que la régulation met du temps à se mettre en mouvement. Donc aujourd'hui, et puis après on peut rentrer dans les détails, mais on a plutôt quelque chose, on voit arriver une menace qui est assez, enfin, qui est protéiforme, et sur lequel on n'est pas sûr d'avoir aujourd'hui les outils pour y répondre. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et avec l'ensemble des principaux acteurs, donc des GAFAM, qui mettent des sommes colossales pour intervenir dessus. Et donc, il y aura des questions d'éthique dont on va parler, évidemment. Quand tu parlais de la question des infox, évidemment, l'intelligence artificielle ne fait que renforcer cette menace. Il y aura des questions sur l'emploi, il y aura des questions sur la juste rémunération des contenus. Enfin, voilà, tout ça est probablement des sujets qu'on va ouvrir, mais qui sont des sujets qui, chacun d'entre eux, est une raison de s'inquiéter. Donc, or, là, j'ai l'impression que ces algorithmes ne font que les agréger. Voilà. Mais c'est une question de vitesse ou c'est une question de quantité ou c'est les deux? Il y a une question de vitesse, puisque ce sont des outils qui sont aujourd'hui disponibles. Donc on va avoir du mal à y répondre tout de suite si on n'a pas, si le régulateur n'intervient pas. Et puis effectivement, il y a une question d'appropriation. C'est à partir du moment, on a beaucoup de mal depuis pas mal d'années à ce que les jeunes générations comprennent qu'il y a une différence fondamentale entre les contenus qui sont produits par des journalistes et les contenus qui sont produits par des non-journalistes. Maintenant, on va avoir des contenus qui sont produits par des robots qui vont aller piocher, parfois chez des journalistes, parfois chez des non-journalistes, sans faire la distinction. Donc ça ouvre un autre sujet qui est un problème de crédibilité massif. Et quand on voit les sujets qu'il peut avoir sur le débat démocratique ou la qualité du débat démocratique en fonction de la qualité de l'information qui est proposée, ça donne une raison supplémentaire d'être inquiet. Steven Jambaud, quand on a préparé cette conférence, vous disiez qu'il faut surtout lutter contre l'inquiétude et essayer d'être constructif. Alors moi, je n'étais pas du tout associé à cette préparation, je suis désolé parce que je viens de faire l'inverse. Comme si tu étais facile à attraper, Louis. Je disais surtout essayer de ne pas avoir une approche binaire, pour ou contre, essayer de se poser les bonnes questions, essayer d'être curieux. C'est une faute professionnelle pour un journaliste que de ne pas être curieux, donc d'essayer les choses, de mettre les mains dans le cambouis, comprendre le dessous des choses. L'intelligence artificielle, on en parle énormément. Depuis le 1er janvier, j'ai réalisé 3 émissions autour de ce sujet-là, ce qui veut quand même dire qu'il se passe quelque chose à ce propos. Mi-janvier, j'étais à N'Djamena, au Tchad, dans un lieu qui s'appelle Wenak Labs. C'est un lieu qui est dédié au numérique et aux médias. Il lançait un Media Lab. Et un des responsables du lieu a fait un discours introductif prononcé d'un ton un peu monocorde devant un parterre de journalistes de la presse locale et terminé en disant « Voilà, le discours que je viens de vous lire a été entièrement rédigé par une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. » Tout en ajoutant, voilà, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se lance là-dedans, mais en tout cas, sachez être curieux, et il y a ce genre d'outils dont nous, qui travaillons dans le domaine des médias, de l'innovation, du numérique, allons devoir nous emparer et peut-être nous en servir pour au moins voir ce que l'on peut en faire, quelles sont les limites, quelles sont les menaces peut-être qu'il y a derrière tout ça. Donc moi je viens ici un peu avec ma casquette atelier des médias, RFI, donc observateur averti du monde des médias avec une dimension internationale, une dimension francophonie, où je me dis en gros est-ce qu'on est face à quelque chose qui représente réellement une menace, mais c'est peut-être quelque chose qui peut représenter aussi une chance dans certains domaines, pour certains métiers, parce que cela met à portée de main des technologies qui jusqu'à présent étaient lointaines.
pas accessibles, y compris pour des questions financières parfois, pour certains outils, ou des questions de savoir-faire, de lien avec la technologie. Quand on parlait d'intelligence artificielle, il y a quelques années, il fallait savoir rédiger un prompt, savoir avoir un peu de langage informatique. Maintenant, les outils d'intelligence artificielle, on leur écrit des phrases, on leur parle avec des mots simples. Ça, c'est accessible au plus grand nombre. Donc, moi, pendant notre conversation, là, je vais essayer de voir ensemble bien quelles peuvent être les aides que l'intelligence artificielle peut constituer pour les journalistes et les médias, voir aussi la vigilance qu'il faut avoir par rapport à ces outils. On parlera évidemment surtout, je pense, d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire celle qui rédige du texte, celle qui crée des images à partir d'un corpus existant. Voilà, ce sera une question aussi qu'on sera amené à se poser. On parlera de l'importance de chartes. De plus en plus de médias rédigent leurs chartes. Le Parisien, les Échos en ont fait une, en tout cas une liste d'engagement. Radio France travaille à une charte qui devrait sortir dans les jours qui viennent. France Média Monde, groupe auquel appartient RFI et France 24, va aussi en rédiger une. On parlera du contrat de confiance qu'il doit y avoir de la part des médias vis-à-vis de leur public, de la transparence vis-à-vis de en lien avec l'utilisation de ces technologies, de voir comment on implémente ces technologies dans nos organisations. Met en œuvre. Comment ? Implémente, c'est de l'anglais. Pardon. Comment on les déploie en interne dans nos entreprises. C'est-à-dire, est-ce que l'on s'appuie est-ce que l'on envoie nos textes, par exemple nos articles, à un outil qui dispose de serveurs à l'étranger, ou est-ce qu'on récupère ces technologies pour les garder de façon en vase clos un petit peu dans notre univers médiatique sur lequel on a la main? Les enjeux de formation aussi derrière tout ça, parce que voilà, je pense que tout membre de médias actuellement, des comités exécutifs jusqu'aux journalistes ou même aux non-journalistes, doit avoir des bases là-dessus pour ne pas se faire avoir. Essayer de gagner en maturité tous ensemble. Et puis peut-être qu'on essaiera de prendre un petit peu, d'ouvrir un petit peu sur la régulation justement, puisque bon, pour l'instant on est dans les prémices, mais il y a déjà des choses intéressantes. Est-ce qu'il y a c'est une question bête, mais il faut que quelqu'un la pose, donc ce sera moi. Est-ce qu'il y a un conflit de génération sur ces sujets-là? Ce qui est assez intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on en parle tous comme si c'était radicalement nouveau, mais ça existe depuis les années 60 et dans les années 80-90, alors moi j'étais pas née ou très jeune, mais il y avait pas mal d'entreprises qui avaient des directions dédiées à l'intelligence artificielle, qui se souciaient de ces sujets-là, et un certain nombre des applications qu'on a aujourd'hui de l'intelligence artificielle étaient déjà en germe avec les technologies qui étaient disponibles à l'époque. Donc des générations précédentes se sont déjà penchées sur la question. C'est même Alan Turing au tout début, hein, les prémices de l'intelligence artificielle. Alan Turing? En fait, c'est l'idée justement d'avoir une machine Enigma et de développer un code, enfin toutes ces bases en fait de la technologie et de faire qu'on peut avoir un langage entre l'homme et la machine. Oui, est-ce que le fait d'être quand même à la tête d'un grand journal, d'un grand groupe, ça donne du poids, ou est-ce que c'est tellement énorme ce qu'on a face à nous, ces GAFAM, que même ça, c'est... Est-ce que ça donne du poids? Non, d'abord, ça force à une vraie discipline. Moi, quand j'ai entendu le patron du groupe, Axel Springer, dire l'intelligence artificielle se développe à une telle vitesse que ça va nous permettre de faire des économies parce qu'on va pouvoir produire des textes sans avoir recours à des journalistes, je me dis, ok, donc là, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas aller sur cette pente-là, qui sera une pente productiviste, et où on va abîmer le contrat de confiance qu'on a entretenu depuis près de 80 années avec nos lecteurs. Donc c'est d'abord un souci de responsabilité. Après, jusqu'à présent, quand il y a eu des conflits durs entre les GAFAM et les autorités, disons, européennes, les GAFAM ont cherché un moment des interlocuteurs qui n'étaient pas des interlocuteurs, pas des syndicats professionnels, mais des grands acteurs avec qui ils pouvaient discuter et trouver les termes ou les voies d'un accord, et qu'après s'appliquerait aux autres. Donc on sait qu'à un moment,
on sera consulté pour dire qu'est-ce qui est possible, notamment en termes de juste rémunération des, des contenus qui seront utilisés. Très concrètement, quand Google a commencé à scanner l'ensemble des contenus qui étaient produits, avant que se mette en place la législation sur les droits voisins, leur raisonnement était, je vous référence, je vais indexer un lien vers vos contenus, donc je vais vous apporter du trafic, donc une audience qui ne vous aurait pas trouvé. Cette audience va soit s'abonner, soit vous apporter des revenus publicitaires. Donc il y a une forme d'échange. Là aujourd'hui, en scannant nos textes et en les réutilisant, mais en donnant accès gratuitement à une synthèse qui mélange des textes produits par des journalistes et d'autres textes qu'on ne connaît pas, là, il n'y a plus aucun bénéfice. Donc il y a une vraie discussion à avoir avec eux en disant, est-ce que nous acceptons que nos textes soient scrollés par leur moteur? Et si oui, quelle est la juste rémunération qu'on peut en attendre? Donc il y aura vraiment ça. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va, qu'à un moment, il y aura des discussions. Les législations nationales ou continentales sont forcément très longues à se mettre en place, mais en revanche, le fait qu'il y ait des initiatives, je crois que la Commission européenne a pris une première initiative en créant un groupe de travail, nous permet, nous, après, d'ouvrir une discussion avec ces acteurs en disant, bon, il faut peut-être qu'on se pose et qu'on regarde. Et moi, j'ai encore, la semaine dernière, vu un de ces acteurs qui m'a dit, je vais vous montrer un produit sur lequel on travaille, et je donnais le thème d'un article, je donnais le type de source que je souhaitais, j'appuyais sur un bouton, il sortait l'article. Je dis, moi, je ne pourrais jamais aller dans ce sens-là, parce que je considère que c'est faire l'inverse de que des valeurs qu'on défend. Mais aujourd'hui, les produits qui sont développés et qui concernent les médias vont plutôt dans ce sens. Donc, oui, il y a plutôt un souci de responsabilité, et si on peut peser, on le fera bien sûr. Steven, je vous voyais opiner. Non, en fait, se pose la question, effectivement, toujours des questions de droit d'auteur, de droit voisin, etc. Et puis même la production générée, par exemple la production générée par Midjourney, qui est une intelligence artificielle générative d'images. Pour l'instant, les images générées par Midjourney sont censées appartenir à Midjourney. Se pose-t-il du coup la question de nous, si nous soumettions un corpus de texte à ChatGPT et que nous lui demandions de rédiger quelque chose, ce contenu, il appartient à qui? Il a été rédigé par qui? Il a été rédigé par une intelligence artificielle, mais pas par nous. Quand bien même il y a une supervision humaine, une relecture de l'édition de matière humaine. Mais par contre, au-delà de ça, sans aller jusqu'à dire on demande à une intelligence artificielle de nous rédiger un article en entier, eh bien, il y a des choses que les intelligences artificielles peuvent nous aider à faire. Par exemple, moi qui viens de la radio, en matière de transcription, ce que propose OpenAI maintenant, et ce qui pourrait être déployé un jour dans des entreprises de presse, eh bien, c'est de la transcription. On soumet une émission de radio d'1 heure et on demande à OpenAI ou à une intelligence artificielle de nous faire de la transcription très précise. Et ce que fait déjà OpenAI actuellement est bien plus performant que ce que propose nombre de solutions qu'il y avait sur le marché il y a quelques mois encore. Nous, groupe de l'audiovisuel public, avions souscrit à 7 solutions au total de transcription qui sont avérées caduques avec l'arrivée d'OpenAI. Parce que c'est bien plus précis. Et puis dans le futur, on pourrait aussi utiliser du marquage vocal, faire que l'intelligence artificielle reconnaisse la voix, par exemple, de Nicolas Demorand. Et soit capable de faire de la transcription et de savoir qui parle très précisément en reconnaissant le marquage la tessiture vocale d'une personne. Après, ça pose aussi des enjeux de RGPD derrière tout ça. Voilà. Donc il y a des moyens quand même de tracer et d'avertir le lecteur ou l'auditeur que ce qu'il est en train d'écouter ou de lire est le produit d'une intelligence artificielle. Si on le souhaite. Si on le souhaite. Si on se donne ça comme règle, de dire une image produite par de l'intelligence artificielle devra être qualifiée comme telle, c'est possible, mais si on le souhaite. D'autres peuvent décider de ne pas vouloir le faire apparaître, et dans ce cas-là, il y a d'autres questions qui vont se poser. Ouais.
Mais on parlait de Google, ce qui est Ouais. intéressant aussi, c'est de se dire que voilà, quand je dis que, que les intelligences artificielles peuvent constituer une aide pour les journalistes, c'est que on parle beaucoup de référencement actuellement, l'optimisation pour les moteurs de recherche, le SEO. Voilà, on donne des formations à tous les journalistes de toutes les rédactions de France sur voilà, comment choisir les bons mots, utiliser Google Trends pour choisir les bons mots pour rédiger un article. Eh bien, quand on sera en mesure, et on est déjà en mesure de le faire, d'implémenter dans des alors je cherche pour ne pas utiliser d'anglicisme, hein, mais dans la machine derrière le site internet, voilà, le back-office, le CMS, comment le dire en français, voilà. Si là-dedans, dans ce bousin, eh bien, on met une intelligence artificielle qui est en mesure, en scannant notre article, de nous soumettre plusieurs titres qui soient optimisés pour les moteurs de recherche, eh bien, ça peut nous faire gagner un temps précieux. Ce qui ça ne nous soustrait pas au fait d'essayer de faire preuve, de faire tourner nos méninges, bien sûr. Mais Oui, voilà. c'est ça, Marion, l'idée, c'est quand même, ça ne doit pas laisser l'être humain derrière, en fait, tout ça. La logique, l'être humain ne doit pas s'effacer derrière la machine. Effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a des travaux en cours, notamment de la part des personnes qui ont ces solutions qui permettent de générer des images ou de générer des textes, sur le fait d'avoir un marquage, pour ne pas utiliser le mot watermark, qui permettent en fait de savoir soit, alors il y a différents types de techniques et de méthodes qui sont expérimentées, mais soit sur l'usage des pixels, soit sur les mots, le fait de passer par un certain lexique de mots, d'avoir tel type de cadences qui sont répétées dans les phrases, pour pouvoir en fait identifier automatiquement les contenus qui ont été générés ou non. Ça, c'est une vraie problématique de ce qu'on peut faire intentionnellement en déclarant. Et effectivement, ça relève de l'éthique et des bonnes pratiques de déclarer que le texte a été généré ou non par une intelligence artificielle, enfin en tout cas quand il l'est. Mais il y a aussi tous ces enjeux de pouvoir le détecter pour des personnes qui ne le déclaraient pas, afin de permettre aux personnes qui sont, aux lecteurs d'avoir des repères. Juste pour rebondir sur l'image, moi, j'ai vu une anecdote qui m'avait échappé. Donc Midjourney, c'est un logiciel qui permet de créer des images avec de l'intelligence artificielle. Midjourney interdit qu'on utilise, a décidé, enfin les créateurs de Midjourney ont décidé qu'il était impossible d'utiliser des photos de Xi Jinping, donc le dirigeant chinois, pour créer des fausses photos ou des fausses images des dirigeants chinois. Vous pouvez le faire avec le président de la République française, vous pouvez le faire avec le président de la Commission européenne, mais cette société américaine a décidé que c'était trop dangereux pour son développement d'utiliser l'image du président chinois. Donc il y a derrière ces questions-là, tout de suite, vous avez un angle politique ou géopolitique qui se pose. Parce que je l'ai lu dans une interview, mais ça n'est pas indiqué de but en blanc qu'en utilisant ce logiciel, vous pourrez faire inventer beaucoup d'images du pape. Donc il y en a une qui a beaucoup circulé avec celle du pape François avec une doudoune blanche qui était complètement fausse. Il y a eu des fausses images du président de la République française. Vous ne pouvez pas le faire avec le président chinois. Ben, ça n'est pas indiqué clairement et il faut creuser dans les entretiens que donne le fondateur de Midjourney pour le découvrir. Donc il y a pas mal de choses qui derrière, dans le sous-texte, qui dessinent soit un système politique, soit un regard ou une vision du monde. Et c'est ça qui est un vrai sujet. Il voulait surtout que sa technologie soit accessible en Chine et que c'était la condition sine qua non de mais le résultat est que ça protège un dirigeant plutôt que d'autres. Sachant que les BATX, qui sont les GAFAM chinois, ont eux-mêmes leurs propres équivalents de Midjourney. Il me semble qu'il y a Ernie VGL. Enfin, il y a différents types d'outils où, par défaut, ils avaient empêché le fait qu'on puisse utiliser des mots-clés sur effectivement des dirigeants ou des faits historiques qui sont problématiques pour eux. Donc en fait, eux, par défaut, ils avaient déjà interdit dans leurs outils, donc avec cette vision politique aussi de l'usage qui peut être fait de ces outils. Après, attention, les fausses images, elles sont aussi vieilles que la photographie. Enfin, je veux dire, les premiers montages photos, ils datent des débuts de la photographie. Là, on peut se dire, l'intelligence artificielle nous permet de lancer des usines de fake news de création d'images. Effectivement, le truc, c'est qu'en plus, le ticket d'entrée, il est très faible. Enfin, le mid-journée, le tarif, c'est quoi? C'est 8$ par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très bas. Ça ne coûte rien maintenant de produire des images, d'essayer de créer de nouveaux narratifs. Et donc, il faut être vigilant face à cela. De nouveaux récits.
nouveaux récits, de nouvelles façons de raconter des histoires, de mettre des personnalités dans des situations dans lesquelles elles ne sont pas. Et on n'a pas besoin d'avoir un savoir-faire technologique très avancé sur ces questions-là. C'est-à-dire que, vous vous souvenez peut-être, c'était en 2016 ou 2018, j'ai peur de dire une bêtise, quand on se mettait à parler des deepfakes, donc ces vidéos où on voit notamment généralement des personnalités, on leur fait dire des choses qu'elles n'ont pas dites. Et donc là, c'était cette fameuse vidéo d'Obama, mais qui avait les lèvres qui bougeaient, on croyait que c'était lui qui parlait, il était doublé par un comédien, et là il y avait un effet waouh, mais à cette époque-là il fallait déjà savoir bidouiller un petit peu les images. Maintenant il y a d'autres outils qui permettent de faire ça pour rien. Et surtout, on a vraiment une possibilité de produire ça à grande échelle parce que ces plateformes, elles proposent, alors désolé pour le jargon, mais ensuite j'explique, des API qui sont vraiment des façons dont on peut en fait interroger automatiquement ces plateformes. Donc si demain je veux générer des centaines de faux articles en interrogeant l'API d'OpenAI pour qu'elle me génère du texte, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est intéressant, quand même, ce qui peut être rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle, en tout cas technologique, à distinguer ce qui a été fabriqué ou généré par une intelligence artificielle et ce qui est fait par un être humain. C'est important de le souligner parce qu'on a parfois l'impression que la technologie va tellement vite et tellement plus vite que nous, que quelque part, elle est tellement générative qu'en fait, elle nous impose des choses. Et là, on voit bien qu'on a des outils, mais qu'il y a, et vous nous dites que les entreprises privées ou les pouvoirs politiques vont, pour prendre la Chine, vont créer leur propre régulation, mais peut-être on n'a pas encore une régulation, comme le suggérait Louis tout à l'heure, pensée déjà pour nous professionnels, mais aussi par les démocraties en fait. Oui, alors après, il y a un autre élément qu'il faut garder en tête, c'est donc si vous êtes un éditeur de presse ou de site internet, plus vous allez produire des articles sur le net et plus vous serez les premiers à produire ces articles, plus haut vous serez référencé dans la recherche Google et donc plus vous aurez d'audience. C'est-à-dire que le premier qui écrit un article sur quelques faits d'actualité apparaîtra en haut du classement, et donc quand il y aura un internaute qui mettra dans le moteur de recherche une recherche qui s'apparentera à cet article, il trouvera cet article en premier. L'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait décider des éditeurs à produire de manière systématique et à la volée des dizaines ou des cinquantaines d'articles par heure pour être sûr que ces articles soient mieux référencés à Menneker. Et dans ce cas-là, il y a une vraie question qui sera dans quels seront les éditeurs qui garderont une déontologie ou des effectifs journalistes forts, parce qu'aujourd'hui, avec un journaliste, si tu utilises OpenAI, c'est-à-dire les outils qui sont mis à disposition, tu peux produire sur un fait d'actualité beaucoup d'articles immédiatement. Et donc, tu auras plus de lecteurs, et puis après, tu gagnes une audience, et ils n'iront pas chercher autre chose. Donc, c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que des groupes de presse qui ne vivraient que de la publicité, donc qui auraient besoin d'une audience massive et d'être les premiers, je pense aux chaînes d'information en continu ou aux journaux gratuits, donc qui ont plutôt tendance à baisser leurs effectifs de journalistes et à miser sur une audience très large, on pourrait imaginer que certains aient cette stratégie-là. Pour rebondir vis-à-vis de ce qu'on observe dans les industries culturelles avec les métiers créatifs, il y a le même type de problématique où je pense que la frontière qu'on pourra poser est une frontière éthique et déontologique, effectivement, puisque le principal impact que ça c'est en train d'avoir sur les professions créatives, que ce soit des graphistes, des personnes, des scénaristes, ce type de profession, c'est qu'en fait, ça permet aux commanditaires d'avoir de mettre la barre beaucoup plus haut sur la productivité qui est attendue vis-à-vis de ces artistes. Donc il y a une forme de pression sur ces métiers créatifs pour produire toujours plus.
Et effectivement, ça pose la question déjà de la qualité des productions. Est-ce que produire plus, c'est forcément qualitatif? Mais ça va vraiment entraîner et ça va aussi probablement créer un fossé entre les personnes qui utilisent ces outils et qui donc ont la capacité d'augmenter leur productivité dans ces métiers créatifs et les personnes qui ne le font pas et qui ne répondront pas aux attentes de ces commanditaires. Donc c'est vrai que si on a la possibilité de produire plus, il faut vraiment se poser la question de c'est pas tellement ce que la technique nous permet, c'est ce qu'on souhaite en faire et ce qu'on juge souhaitable. Ce qu'on voit déjà dans certaines entreprises, dans certains studios, par exemple l'utilisation d'intelligence artificielle générative d'images pour générer de l'inspiration. Par exemple, une entreprise qui serait spécialisée dans la publicité, dans la création de visuels publicitaires, peut solliciter son responsable en infographie et lui dire voilà, donne-moi des idées. Il a juste à faire un prompt à une intelligence artificielle qui va lui proposer 4, 5, 6, 10 visuels. Et après, lui va pouvoir s'en servir pour générer quelque chose et un patchwork peut-être de tout ça. On pourrait se dire ça, c'est une évolution majeure, ça fait gagner du temps. Oui, mais à une autre époque, on aurait sollicité 3, 4, 5 graphistes différents en mode proposez-moi vos solutions. Après, on se fait une réunion, on en discute et puis on voit qui on lance. Voilà. Oui, puis en plus, là, ce que vous nous dites, c'est qu'elle va générer, cette intelligence artificielle, des propositions, mais à partir d'une base de données. Bien sûr, on Et est en fait, toujours à nous, partir d'une là, base je de réagis données. aussi en tant que francophone. Ces bases de données, elles viennent souvent du monde anglo-saxon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais, là aussi, de ce qui est généré à partir de bases qui viennent d'autres cultures, quelle que soit leur valeur? Il y a forcément des biais en matière de représentation des minorités, etc. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a, même tout simplement pour illustrer des articles, moi qui travaille à RFI, si on cherche des images libres de droit de photos prises en Afrique, de gens par exemple, il n'y en a pas beaucoup. On peut mentionner peut-être la base de données Iwaria, qui est un chouette projet qui nous vient du Bénin, je crois. Mais sinon, si on cherche sur les bases de photos en ligne, on trouve toujours des images d'Afro-Américains, mais pas des images d'Africains. Voilà, ça pose problème. Et effectivement, toutes ces intelligences se nourrissent de ce qu'on leur donne à manger. Et donc là, tout l'enjeu, quand on en arrive aussi à parler de régulation, et le Parlement européen, dans ses réflexions actuellement, irait même à dire il faut qu'il y ait une totale transparence sur le corpus, ou sur toute la matière qui est utilisée pour nourrir cette intelligence artificielle. Ce n'est pas possible en fait de dire, puisqu'il y a déjà des intelligences artificielles qui maintenant sont connectées à l'internet mondial. Là où GPT-4, quand ça a été lancé au mois de novembre, je crois, on se basait sur des données qui avaient été récoltées, et on avait arrêté de les récolter 6 mois, 8 mois auparavant. Donc on ne savait pas qui était le dernier, que c'était Joe Biden qui était le nouveau président américain, on était encore sur Donald Trump, etc., etc. Là maintenant, on est de plus en plus en train de connecter ces intelligences artificielles à l'instantané. Mais du coup, on reproduit si on reste sur l'exemple de l'Afrique, on reproduit les inégalités de développement. L'intelligence artificielle, là, pour le coup, ne compense pas. Mais elle aggrave des inégalités. Ces outils où est-ce qu'on peut penser qu'elle pourrait... Ces outils sont pensés, sont développés déjà, pour schématiser, en Chine ou aux États-Unis. Donc forcément, il y a des biais. Quand bien même aux États-Unis, on dirait on attire des talents dans la Silicon Valley venus du monde entier, il y a forcément des biais, mécaniquement. Les Européens sont perdus dans ce... Vous avez cité la Chine et les États-Unis. Non, parce qu'ils sont nulle part. Il n'y a pas d'acteurs. Il y a des petits acteurs européens, mais là, quand on voit les budgets qui sont consacrés, c'est Microsoft qui a annoncé qu'il allait investir, je crois, 10 milliards de dollars dans OpenAI. Bon, on est très loin derrière. Donc, après, on peut avoir peut-être le législateur européen, peut-être la Commission européenne peut intervenir. C'est peut-être là où on a un acteur. Mais sinon, on a un paysage industriel et technologique européen qui est très, très morcelé. Et après, pour rebondir sur la question des biais, finalement, les intelligences artificielles sont vraiment les miroirs de nos propres biais.
parce que pour créer toutes ces bases de données d'images qui sont nécessaires, par exemple, à l'entraînement de Midjourney, de toutes ces intelligences artificielles qui transforment du texte en image, il y a besoin de récupérer de la donnée en ligne. Et en fait, en ligne, on va avoir des représentations sexistes, on va avoir pas mal de problématiques qui vont se refléter dans les bases de données. Par exemple, la profession d'ingénieur, quand on fait la recherche sur Google, on se rend compte que c'est principalement des hommes. Donc quand on demande ensuite à un de ces outils de générer l'image de quelqu'un exerçant cette profession, on a principalement des hommes. Donc ça, effectivement, c'est pas plus mauvais. Le problème, c'est que ça produit à plus grande échelle ce type d'image, mais c'est vraiment le reflet de biais qui existent déjà dans nos sociétés. Et après, pour rebondir sur il y a quand même des questions de, même si on ne peut pas complètement l'empêcher, de propriété intellectuelle et de droit d'auteur qui se posent dans les métiers créatifs, mais où je pense qu'il y a des parallèles intéressants à tisser sur le fait de se dire, quand on est un artiste, c'est problématique d'avoir ces travaux, mais même quand on est un auteur, d'avoir ces travaux qui sont dans ces bases de données à son insu, parce que c'est vrai que ça vient, il y a certains artistes pour qui on peut demander à ces intelligences artificielles, produis-moi une œuvre dans le style d'eux, et c'est vrai que ça dépossède l'artiste de sa capacité de création si c'est pas quelque chose qui est fait avec son accord. Alors on pourrait imaginer un autre modèle où les artistes donnent leur accord en disant je suis d'accord pour que mes images puissent être utilisées et je vais même en faire payer l'utilisation, le fait qu'on puisse générer des images dans le style d'eux ou écrire dans le style de, je dis n'importe quoi, Michel Houellebecq. On pourrait imaginer des modèles économiques à partir de ça, mais en tout cas aujourd'hui c'est possible et les artistes dont les travaux permettent ça ne sont pas rémunérés. Il faut dire que derrière, pour essayer de corriger ces biais qu'il y a dans les intelligences artificielles, du fait qu'elles se nourrissent de contenus qui ne sont pas toujours appropriés, voilà, c'était GPT-4, du coup, sur lequel il y avait de gros soucis. Et pour corriger ces intelligences artificielles, eh bien, on fait appel à des petites mains du numérique, des travailleurs du clic. Pour le monde anglophone, ces petites mains sont au Kenya. Pour le monde francophone, ces petites mains sont à Madagascar. Des gens qui sont payés à la tâche. Donc on leur met la question et en face la réponse et on leur demande, eux, de dire si oui ou non c'est une bonne réponse pour essayer de corriger ces biais et de faire travailler cette intelligence artificielle. Voilà, si vous voulez vous plonger sur les travailleurs du clic, je vous invite à lire les écrits du sociologue Antonio Casilli. Il est très très bon là-dessus. Louis, vous avez une expérience au groupe de traduction avec des machines et vous avez déjà, je crois, réfléchi à la part d'intervention humaine. Alors, on a effectivement, il y a un an, nous avons lancé une édition anglophone du Monde, donc qui se trouve sur Internet sous l'appellation Le Monde in English. Et donc, quand un journaliste finit un article qui est prêt à être publié en français, l'article est envoyé sur le système éditorial anglophone. Et là, il y a une première couche d'intelligence artificielle, donc qui donne une première traduction. Mais on a considéré avec Jérôme Fenoglio, le directeur du journal, qu'il était hors de question pour nous de mettre cette version en ligne. Donc cette version était récupérée par des traducteurs professionnels, souvent aux États-Unis, qui reprennent la traduction et la vérifient et l'améliorent. Et ce texte, une fois validé par un traducteur professionnel, est renvoyé à une équipe de journalistes, journalistes anglophones langue maternelle qu'on a recruté ici. Donc on a une équipe de 8 journalistes qui eux-mêmes vont rééditer l'article et à ce moment-là, on le met en ligne. Donc là, on a considéré que plutôt que le traducteur professionnel prenne du temps à traduire ligne par ligne la première version, on lui facilite les choses en lui renvoyant une version qui a déjà été traduite une première fois. Mais derrière, il y a un traducteur expert et après un journaliste anglophone langue maternelle. Donc il y a quand même deux couches supplémentaires. Le journal 20 minutes dans son édition en suisse alémanique avait fait le choix d'avoir une version francophone qui était traduite seulement par de l'intelligence artificielle. Et très vite, il y a eu des problèmes majeurs d'interprétation des textes. Donc nous, on a considéré qu'au monde, il était hors de question pour nous. On considère que le monde anglophone, pour nous, est une de nos nouvelles frontières et que, en plus, c'est un monde qui s'abonne beaucoup à des médias en ligne. Donc on peut avoir des revenus importants, mais on doit à ce lectorat une qualité de texte et de traduction
qui soit à la hauteur de nos ambitions. Donc on s'est refusé à faire seulement de l'intelligence artificielle, alors que les coûts de traduction et les coûts des journalistes sont évidemment des coûts très importants au regard du marché pour l'instant. Mais ça, c'est un choix qu'on a fait. Donc on peut l'utiliser, l'intelligence artificielle, mais derrière, on essaye de faire une touche humaine. On l'utilise dans un deuxième registre au monde. C'est l'adaptation de nos textes en version audio. Si vous regardez les textes que vous avez sur le site internet, vous pouvez appuyer et avoir une version audio. Cette version audio, elle est composée donc, par des robots. On a fait, donc c'est un système qui est assez au point, où vous demandez à des comédiens de lire chacun 1000 mots. À partir de ces sons-là, l'intelligence artificielle et d'un texte écrit peut vous restituer une version qui est tout à fait audible. Donc ça, on l'utilise. Mais il y a un contenu journalistique et il n'y a pas d'intervention qui peut le déformer. Sur la vocalisation et le doublage, ça, par exemple, c'est clairement une utilisation merveilleuse de l'intelligence artificielle qui est amenée à se déployer voilà, pour une accessibilité pour certains types de publics et pour... voilà, c'est clairement une valeur ajoutée. Après, ce qui était intéressant dans ce que disait Louis Dreyfus juste auparavant, c'est effectivement la question que dans les chartes que les médias se mettent actuellement à écrire à propos de l'usage de l'intelligence artificielle, très souvent, on voit qu'il n'y aura pas de publication automatique de contenu rédigé par une intelligence artificielle sans qu'il y ait une revue humaine. Et ça, pour moi, c'est la base aussi du contrat qu'il doit y avoir avec le public, le lecteur. Cette question, oui, de la confiance, vous y réfléchissez beaucoup, Marion Carré. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce qui était dit au début, sur cette problématique de la polarisation entre tout ou rien, c'est vrai qu'il y a une voie au milieu de complémentarité. Et là, on a des bons exemples de complémentarité entre intelligence artificielle d'un côté et journaliste. Et c'est vrai que c'est aussi des sujets sur lesquels nous, on a pas mal réfléchi chez Askmena en se disant comment est-ce qu'on peut mobiliser, comment est-ce qu'on peut en fait compenser les biais et toutes ces problématiques qu'on soulève des intelligences artificielles pour en faire des outils fiables et de confiance. Et par exemple, la principale problématique soulevée vis-à-vis des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT, c'est que les informations générées sont souvent fausses et de sources inconnues. Et donc nous, par exemple, pour un usage muséal, on a développé une surcouche, mais ça peut être utilisé dans d'autres secteurs, mais une surcouche qui permet de faire en sorte, là je vous donne un exemple très concret de ce qu'on fait avec quelque chose pour Van Gogh. On a rédigé une biographie de Van Gogh, donc avec des experts de l'histoire de l'art chez nous. On l'a fait relire par l'un des experts de Van Gogh, qui l'a corrigé, et ensuite on l'a donné à une intelligence artificielle de type ChatGPT, de façon à ce qu'on puisse poser des questions sur la vie de Van Gogh, et cette intelligence artificielle va se nourrir uniquement sur le texte qui lui a été fourni. Donc on garde l'aspect conversationnel qui a fait le succès de ChatGPT, mais en utilisant des informations vérifiées qu'on a, nous, rédigées dans nos équipes, qui ont été relues par l'un des plus grands experts sur Van Gogh, et qui permettent à la fin d'avoir une utilisation interactive qui renouvelle les usages par les publics des musées. Mais donc c'est vraiment, je pense, ce qui est important, c'est de combler les failles de ces intelligences artificielles pour que ce soit des outils de confiance, et de miser au maximum sur la complémentarité. Et par ailleurs, donc là c'était ma casquette entrepreneur, je rebondis sur une autre casquette qui m'a permis de voir le sujet sous un autre angle, qui est celle de la création artistique. En 2021, pendant une année de résidence artistique en Écosse, avec notamment parmi les partenaires la Librairie nationale d'Écosse, j'ai travaillé sur cet enjeu de comment est-ce que les intelligences artificielles, et notamment génératives, parce que j'utilisais à l'époque l'ancêtre de ChatGPT, donc c'était GPT-2, reconfigurent le rapport à l'information. Et donc j'avais mobilisé un fonds d'archives qui était donc là, désolé, c'est vraiment de l'anglais, des broadsides, qui sont l'ancêtre des tabloïds, qui était un fonds d'archives conservé par la Librairie nationale d'Écosse. Et donc j'ai sélectionné parmi tous ces textes 500 textes que j'ai donnés à GPT-2, cet ancêtre de ChatGPT. Et à partir de là, j'ai généré 100 nouveaux textes qui étaient des fausses archives.
et j'ai volontairement créé des fausses archives, puisque ensuite je voulais déjà interroger cette problématique de croissance exponentielle des archives qu'ont les archivistes et qui sont assez liées à la problématique qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'information. On a une croissance exponentielle de l'information démultipliée par les intelligences artificielles génératives, mais qui ont pour effet de complexifier l'accès à l'information, parce qu'il y en a trop, et quand il y a trop d'archives et trop d'informations, c'est assez difficile de s'orienter. Donc ça, c'était le premier aspect. Je voulais surtout questionner la réception de ces archives par les publics, et donc de ces vraies et fausses informations. Et donc j'ai par exemple créé une plateforme dans laquelle on avait présenté aléatoirement sur cette plateforme des vraies et des fausses archives, en demandant au public s'il souhaitait archiver ou détruire ces archives. Donc je les mettais face à un choix conscient, mais en rapport avec une pratique qu'on a souvent quand on est sur ces plateformes où on a des informations en continu, sur les réseaux sociaux par exemple, où on est obligé de faire un tri entre vrai et faux, est-ce que j'y crois pas, quel crédit je donne à ces informations. Donc là, je les mettais vraiment face à cette problématique. Donc immanquablement, beaucoup de personnes ont archivé des fausses et détruit de vraies archives. Et en fait, en parallèle, parce qu'il y avait aussi un laboratoire de recherche dans les partenaires de la résidence, on a mené une étude et on a publié un papier dans le Royal Society Open Science Journal. On s'est rendu compte que effectivement les personnes étaient incapables de distinguer les vraies des fausses archives, mais que quand on introduisait le fait que potentiellement certaines archives avaient été générées par de l'intelligence artificielle, ça a créé une sorte de biais défavorable où les personnes devenaient tout de suite extrêmement sceptiques vis-à-vis des contenus qui leur étaient proposés. Et donc ce que je trouvais assez intéressant vis-à-vis de ça, c'est que dans un rapport et dans un monde où on a effectivement de plus en plus de textes dont on sait qu'ils sont potentiellement générés et d'images dont on sait qu'elles sont potentiellement fausses, et là je fais un rapport aussi avec vos travaux Anne-Cécile Robert, ça crée vraiment une sorte d'ambiance de scepticisme où le poids des images n'est plus celui qu'il était, et donc on est dans une forme de défiance constante, et c'est vraiment quelque chose, je voulais mettre les publics face à ça, et donc la dernière œuvre que j'ai présentée dans le cadre de cette résidence, c'était un registre dans lequel étaient présentés tous les textes qui avaient été archivés, mais donc là les frontières entre vrai et faux étaient complètement brouillées, puisqu'il y avait des vrais textes, des faux textes, et donc à la fin, une fois que les personnes avaient consulté ce registre, il y avait tout un travail de médiation qui était fait pour leur expliquer la démarche et leur faire prendre du recul et un pas de côté vis-à-vis de pratiques qu'elles ont au quotidien, mais sans forcément en interroger les limites. En fait, on se rend compte que ChatGPT, c'est un créatif, par exemple, mais un créatif qui peut se planter aussi, ou qui parfois nous donne ce qu'on aurait envie de lire. Vous avez peut-être lu cet article dans Le Monde il y a 3, 4, 5 jours qui racontait cette histoire d'un avocat qui a cherché la jurisprudence à propos d'une affaire, et que ChatGPT lui a généré des choses qui n'existaient pas, tout simplement. Et bien, face au juge, ça a fait flop, parce que le juge a dit mais ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc en fait, ChatGPT, ça n'est pas un moteur de recherche, ça ne peut pas être utilisé comme tel. Et donc là, on se rend compte que le rôle des journalistes, il est fondamental, parce que voilà, il faut aussi savoir faire des recherches. On se rend compte aussi que le rôle, nous, de débunkage de l'information en tant que professionnel de l'information, eh bien, il est là. Et ce n'est pas un outil conversationnel qui va réussir à le faire à notre place. Je dis que ça n'est pas un moteur de recherche, ChatGPT, quand bien même ChatGPT est déployé dans des moteurs de recherche, dans Microsoft Edge notamment, qui est dans nos entreprises, qui est par exemple dans mon entreprise. Et donc là, si j'ai envie de pousser un petit peu plus loin actuellement, ça veut dire que si un journaliste de mon entreprise est en train d'écrire un article sur un sujet sensible, qu'il fait un copier-coller de cet article dans Microsoft Edge et qu'il le soumet à ChatGPT en lui disant résume-moi cet article ou écris-moi un chapeau de 250 signes sur cet article. Eh bien, il va envoyer sur un serveur situé probablement aux États-Unis des informations qui peuvent être sensibles. Donc là aussi se pose la question dans nos entreprises de presse, dans les chartes de bonne conduite sur les intelligences artificielles, que soumettons, dans quelles conditions, à quelles intelligences artificielles en matière de contenu. Voilà. Donc là, la bonne marche à tenir, à mon sens, c'est effectivement de se dire on ne soumet à des intelligences artificielles que des contenus que l'on va publier ou que l'on a publiés, mais pas des contenus sur lesquels on est en train de travailler.
Voilà, les cellules d'investigation, évidemment, ne vont pas faire un copier-coller de tout ou partie de leurs investigations sur lesquelles elles sont en train de travailler dans une intelligence artificielle, surtout si ces intelligences artificielles sont connectées avec des serveurs à l'étranger. On va bientôt passer la parole à la salle. Peut-être encore une dernière question avant que le micro ne circule. En fait, on voit donc qu'il y a une responsabilité des journalistes et des gens de médias, avec éventuellement des chartes, de l'autocontrôle et puis une réglementation, mais aussi une sensibilisation du public. C'est-à-dire il faut que les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs soient avertis, sensibles et qu'on leur donne des outils pour qu'ils puissent réagir, se méfier. Et donc il y a les deux aspects qui doivent se rencontrer. Oui, mais après, je pense que oui. Après, là-dessus, il y a des thèses qui s'affrontent, hein. Je lisais un entretien de Yann Lequin qui dirige le laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Meta, qui lui considère que les nouvelles générations sont particulièrement à même de distinguer ce qui est le risque de fake news. Moi, je ne suis pas certain de ça. Je pense qu'il y a une naïveté générale, ce qui est bien normal. Donc, dans ce cas-là, ça te renvoie à la responsabilité de l'éditeur, c'est-à-dire est-ce qu'il indiquera ou non ce qui vient de l'intelligence artificielle, ce qui ne vient pas, s'il y a une intervention humaine au tout début, c'est-à-dire dans le choix des sources ou dans la récolte d'informations, et à la fin, dans l'édition et avant la publication ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles en la matière. Plus la pression économique que tu décrivais. Plus la pression économique, ouais. Voilà. Marion, vous vouliez dire Oui, je vais prendre une autre casquette qui est celle d'enseignante. J'enseigne notamment un cours sur art et intelligence artificielle à Sciences Po Paris. Et la grande crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle, en général, quand on est un enseignant et qu'on donne un essai, c'est de se dire, mais en fait, si l'essai est à faire à la maison, les étudiants vont probablement le produire avec ChatGPT et du coup, ça n'a plus d'intérêt. Mais l'enjeu, c'est vraiment au contraire de sensibiliser à cette problématique des sources. Donc déjà, en tant qu'enseignante, d'adapter les travaux, mais surtout de sensibiliser à la problématique des sources. Et donc je pense qu'au-delà des outils, il y a un enjeu de méthode en se disant ce travail sur les sources, il est essentiel pour les historiens, il est essentiel pour les journalistes de façon différente, mais je pense qu'il y a pas mal de méthodes et un état d'esprit aussi qui peuvent être transmis pour avoir un rapport critique sans tomber dans la défiance, mais aussi des méthodes et des réflexes pour avoir ce rapport aux sources qui est plus important que tout. L'éducation aux médias et l'information, l'EMI. Voilà, en matière de politique publique, ça n'est souvent pas une priorité. En France, ça l'est. Dans nombre d'autres pays, ou encore ça l'est, pas totalement, ça pourrait forcément être plus. Mais il faut qu'il y ait cette éducation aux médias et à l'information de tous les publics, pas seulement des jeunes. C'est-à-dire que voilà, il y a des études qui ont été faites il y a quelques années qui montraient que les premiers diffuseurs de fausses informations en France étaient souvent des hommes blancs de 50 ans. Plus que des jeunes de 18-20 ans qui ne sauraient pas utiliser la technologie, enfin voilà, n'importe quoi. Donc il faut éduquer les plus jeunes, mais pas seulement, à ce qu'est l'information et leur apprendre déjà à bien s'informer, comment bien s'informer, et ensuite leur apprendre à être vigilants, à faire preuve d'intelligence et à savoir utiliser des outils. Savoir faire une recherche Google, une recherche avancée sur Google. Savoir faire une recherche inversée d'images sur son téléphone. Si vous avez un téléphone sous Android, voilà, quand vous avez la barre de recherche Google, à droite, il y a un petit appareil photo. Quand vous cliquez dessus, vous êtes en mesure de soumettre une image qui va être recherchée dans Google pour voir si cette image existe déjà. Donc un public lambda qui voit une photo de Donald Trump en train d'être arrêté par des policiers ou qui voit une photo du pape en doudoune, s'il voit passer ça dans un groupe WhatsApp, eh bien il fait une recherche inversée des images. Mais là, il faut après qu'il se rende compte de ok, quel site publie ce genre d'image, et puis peut-être simplement parfois cliquer sur l'article pour voir ce qui est raconté dans l'article et quelle est cette source. Étudier la source. Donc voilà, l'éducation aux médias et l'information, encore et toujours. Avec la difficulté, avec les exemples que vous avez pris de photos trafiquées, c'est qu'en ce moment, la réalité dépasse parfois la fiction. Donc, effectivement, il n'est pas évident de un vrai détecter problème. la fausse photo tout de suite. Je vois que Zara Nazarian, qui est la secrétaire générale internationale de l'UPF, qui vient de Yerevan, accepte le rôle de
voilà, de passer le micro. Voilà, je vois déjà une main qui se lève. Plusieurs. Bruno Lombard du Monde diplomatique. On est plusieurs titres dans le groupe à travailler les questions de traduction. Je voudrais vraiment dire que c'est quelque chose d'important. On a l'habitude au Monde diplomatique. On a d'ailleurs un représentant de l'édition turque et deux de l'édition iranienne qui sont ici. On a l'habitude de ces questions de traduction et des problèmes de culture portés par les langues, culture en général, démocratie, tout un tas de concepts qui sont portés par les langues. On peut se dire que l'intelligence artificielle va aider, mais on peut être amené à croire que ça va être vrai, que ça va être bien traduit, que l'intelligence artificielle va arriver à remplacer des traducteurs. En fait, on a déjà certaines éditions qui font une première traduction, comme Le Monde en anglais, mais on s'aperçoit qu'il faut vraiment relire. On avait eu une conférence à l'INALCO sur la traduction des titres. Quand on prend le français et l'Iranien est beaucoup plus poétique. Il faut utiliser un certain nombre de choses. Alors peut-être que l'intelligence artificielle arrivera à faire des choses, mais ce n'est pas du tout évident. J'ai assisté à un débat après une représentation théâtrale en Corée avec le Monde diplomatique corée, où la traduction de la phrase « la femme comme champ de bataille » a pris un quart d'heure dans un débat post-représentation parce que deux traducteurs n'étaient pas d'accord. Donc il y a vraiment cette couche de langue qui va se rajouter en plus dans l'incompréhension potentielle même entre médias ou avec la population. C'est une question qu'on se pose aussi à RFI. Hein. Nous avons maintenant 16 langues, je crois, avec l'ukrainien, de la question de la traduction de contenu pour le rendre disponible dans différentes langues. Et je pense que c'est aussi le reflet de la complexité du monde qui échappera toujours aux intelligences artificielles et l'impossibilité de absolument tout modéliser. Oui, bonsoir. On n'a pas beaucoup parlé des intelligences artificielles libres et open source, et je pense que c'est un angle mort très important. Tout à l'heure, Monsieur Dreyfus, vous parliez par exemple de négocier des droits d'auteur avec les entreprises derrière les intelligences artificielles, ce qui est faisable quand il y a une structure derrière une intelligence artificielle, par exemple OpenAI derrière ChatGPT. Mais qu'en est-il quand il s'agit d'une intelligence artificielle libre ou open source, derrière laquelle il y a potentiellement que des internautes anonymes? Comment aborder toutes ces problématiques? On sait qu'on est potentiellement sur un vrai sujet pour nous. Donc on va voir comment... je pense que le régulateur va intervenir. Mais comme le régulateur va intervenir tardivement, nous, je pense qu'on va intervenir auprès des grands acteurs pour qu'eux acceptent d'être exemplaires, si on peut dire, mais en tout cas de définir des règles. Là, vous avez dû le voir, il y avait le fondateur d'OpenAI qui était à Paris il y a quelques jours, qui lui a commencé à accepter l'idée d'une discussion sur le copyright. Je reconnais que sur l'utilisation des contenus, sur de la création artistique ou sur un contenu journalistique, il y a une discussion qui doit s'ouvrir. Une fois que ces grands acteurs seront intervenus et qu'on aura défini, ce qui prendra du temps, des modes de rémunération, alors on trouvera quelque chose. Mais quand OpenAI a été créé, ça avait vocation à être une fonctionnalité libre de droit. Donc à partir du moment où vous avez une fonctionnalité qui est quasi gratuite, il va être compliqué de définir la juste rémunération. Donc eux étaient sur la logique américaine de fair use, donc avec un usage approprié des contenus. Nous, on considère que la question, ça va être la rémunération appropriée plutôt. Mais donc, on ne peut au départ parler qu'aux grands acteurs, et c'est après, je pense que le régulateur partira de ces accords, si accord il y a, pour en faire une règle générale. C'est mon tour. Bon, d'accord. Pardon. Oui, il se trouve que je suis un spécialiste de l'intelligence artificielle. J'ai commencé mes recherches le 1er octobre 68. Vous voyez, ça fait du temps. Voilà. Et j'ai travaillé plus récemment avec quelqu'un qui a fait sa vie là-dedans
et qui faisait encore de la recherche là-dessus il y a 1 an. Donc, on connaît un peu. Bon. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que par définition de l'intelligence artificielle, il y a toujours des erreurs. C'est quelque chose de fondamental. C'est dans la définition de l'intelligence artificielle. Bon. Alors, ça peut être une erreur de 1%, 1 pour 10 ou 1 pour 1 million, mais il y en a toujours. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Bon. Et en particulier, alors j'ai deux expériences. Hein, il se trouve que on a essayé avec des amis de demander à justement le créateur d'images de créer une image qui ressemblait au tableau de Dali. Bon. Il a sorti 5 images qui étaient d'une laideur épouvantable. Alors évidemment, il y avait des machins de Dali. Il y avait dans un coin une montre qui coulait, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était une laideur. Ça veut dire qu'elle est incapable, l'intelligence artificielle, de faire quelque chose de superficiel, mais profondément. Donc la beauté, c'est du profond, incapable. Et pour les textes, la vérité derrière le texte, elle est incapable d'être sûre de la vérité. Il faut le savoir. Bon, ça, c'est les inconvénients qui sont les inconvénients de fond. Maintenant, je voudrais peut-être être un peu plus positif. Par ailleurs, c'est un balance entre les deux. Sauf que j'ai écouté une conférence d'une peintre, qui était très favorable à l'intelligence artificielle pour son travail, pas pour ses tableaux. Elle faisait des tableaux sans problème, etc. Mais en marge, elle faisait de l'argent pour proposer des images pour les publicités, hein, les affiches, les publicités, etc. Et elle disait, mais c'est très pratique. Je demande à mon chat GPT de dire, je voudrais une image avec une source, un arbre, un soleil, et puis dans un coin ceci. Elle décrit quelque chose. Puis elle voit apparaître 5 propositions. Bon, sur les 5, elle en évacue 3. Il y en a 2 qu'elle garde. Elle dit, bon, là tu recommences et tu vas modifier ceci, cela, etc. Elle fait ça 5-6 fois et à la fin, elle converge vers un truc qui lui plaît à elle. Et à ce moment-là, elle le vend et c'est très bien. Et elle me dit, mais je gagne un temps fou à faire ce genre de choses parce qu'avant, ce que je demande à ChatGPT, je le faisais à la main, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a du pour et du contre et il faut savoir ce que c'est. Alors, si on essaye, j'essaie de réfléchir depuis que je vous entends, à ce qu'on pourrait tirer de cette expérience pour le texte. Pour le texte, effectivement, donner un texte et puis choisir 2 textes sur 5, oui, c'est pas, ça va pas, quoi. Par contre, ce qui est important dans les textes, c'est la véracité du texte. Qu'est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que voilà. Et je ne vois pas, moi, d'autres je dirais, solutions que d'avoir une organisation dans laquelle la société est d'accord par des lois, des règlements, que sais-je, etc., ou un consensus, mais fort, qui consiste à dire, quand je fais, moi, un texte, eh bien, je suis obligé de dire ça vient d'où, tel truc vient d'où, etc. Bon. Et quand il y a quelqu'un d'autre qui utilise mon texte, à ce moment-là, il fera la même chose, mais il verra que quand on clique sur, quand lui cliquera sur mon texte, il aura par je dirais, successivement tous les textes qui lui arriveront, et celui qui fait le texte initial, qui donnera le fond du texte, en quelque sorte, il dira, ben voilà, parce que j'ai été sur place en Syrie et j'ai vu ceci, cela, etc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc à la fin, on vérifiera à tous les niveaux la véracité, plus ou moins bien, mais je veux dire, bon, vous voyez, et derrière tout ça, pour vérifier que tout marche bien, moi je pense à une organisation du style vin français, hein. Les producteurs de vin, ils ont un tampon en disant, voilà, moi je fais à Bordeaux de tel truc, je suis bon, etc. Il a un tampon, etc. Donc il est crédible et on peut organiser peut-être une organisation de ce style pour crédibiliser les acteurs de ce système. Mais ça serait un système très compliqué, à mon avis. Alors là, merci beaucoup.
Beaucoup d'idées là-dedans. Louis, faut-il une AOC La difficulté, c'est que vous avez, d'abord, on parle de production en temps réel. Donc, ça va être très compliqué de qualifier à chaque fois les sources qui sont utilisées. Par ailleurs, les sources peuvent être des sources professionnelles, mais avec un biais qui peut être un biais militant, qui peut être un biais parce qu'il défend des intérêts particuliers. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Si on interroge ChatGPT pour savoir si la Russie a envahi l'Ukraine ou si l'Ukraine a attaqué la Russie, et que ChatGPT va chercher dans les contenus qu'il a et dont nous ne connaissons pas l'exhaustivité, moi je crains qu'il oppose deux thèses en disant certains disent et d'autres répondent. Donc ça, c'est évidemment pas acceptable. C'est-à-dire que moi je ne veux pas être dans les certains. Je ne veux pas qu'on puisse dire le monde dit que, mais en revanche d'autres disent que. Donc c'est là où moi je pense que c'est pas complètement comparable et que il va falloir et que dire il y a des vrais médias qui produisent des contenus écrits par des vrais journalistes n'est pas suffisant. Parce que c'est pas pour autant que par ailleurs ce sont des faux journalistes. Il peut avoir des biais. Donc c'est là où ça commence à être très compliqué parce qu'à la fin, vous ne donnez accès qu'à une agrégation ou une synthèse de tout ou partie de ces contenus pour le lecteur. Il ne verra pas les différentes sources. Il verra qu'il y a marqué Le Monde, qu'il y a marqué d'autres sources, mais il ne verra pas les contenus en détail. Moi, c'est ça qui me pose problème. Marion voulait dire quelque chose sur Dali martyrisé par ChatGPT. Oui, c'est un classique et ça pose la question de qu'est-ce que le beau et comment on peut le modéliser, le fait qu'on tombera probablement tous dans cette salle jamais d'accord sur ce qu'on considère comme beau ou non. Il y avait des travaux d'un chercheur américain qui s'appelle Ahmed El Gamal qui, sur des productions d'art contemporain, avait généré des choses avec, donc c'était pas mi-journée, c'était des ancêtres algorithmes, mais qui avaient généré des images présentées au public et les gens se trompaient sur est-ce que ça avait été généré par un artiste, par une machine, des fois préférer ce qui avait été généré par la machine à ce qui avait été fait par les artistes contemporains. Donc je trouve que ça pose vraiment des questions sur qu'est-ce que le beau et le fait qu'on est capable de trouver de la signification dans les choses qui n'en ont pas. Mais effectivement, la plupart des choses générées par les intelligences artificielles sont des croûtes. Mais il y a aussi des artistes qui travaillent avec. Il y a ce Jason Allen qui avait fait l'opéra spatial, qui l'a retravaillé. Donc en fait, il y a autant d'usages possibles et c'est vrai que pour les créatifs et les artistes, moi je m'en suis déjà servi pour faire des esquisses préparatoires d'installation avec le système d'aller-retour que vous décrivez, c'est tout à fait passionnant. Mais après, je pense que Anne-Cécile Robert, dans vos dernières nouvelles du mensonge, il y a pas mal de pistes de réflexion aussi sur toute cette question de qu'est-ce que le rapport au vrai et toute la complexité de la vérité, même si mon esprit entrepreneurial trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à faire à partir des propositions que vous suggérez. Ce qui est intéressant, juste pour parler de la forme, c'est qu'actuellement, les textes générés par des intelligences artificielles génératives type ChatGPT sont sans faute d'orthographe, ni de grammaire, ni de conjugaison. Je veux dire, c'est mieux que le correcteur de Word. Ça va faire évoluer Word. Et par contre, si on regarde les images, il y a encore plein d'erreurs. Enfin, on arrive à visuellement à voir quelques défauts pour le moment. Vous avez tous vu passer l'histoire des doigts. On voit parfois des personnages avec 5 doigts, le cartilage de l'oreille qui n'est pas bien formé, les tissus, les coutures des vestes, des vêtements qui ne sont pas bien mis, les casques des forces de l'ordre, etc., etc. Donc on arrive ça visuellement encore pour le moment à les reconnaître. Mais d'ici quelques mois, ce ne sera plus le cas. Donc il y a quelqu'un au fond et un monsieur devant. J'avais juste une question, du coup j'avais déjà... Bonjour. Je voulais vous poser une question, en fait ça avait un petit peu un lien avec l'idée de label qui avait été évoquée par monsieur. Vous, monsieur Dreyfus, vous avez évoqué un climat de naïveté générale vis-à-vis de la fake news, tandis que vous, madame Carré, vous avez plutôt évoqué un climat de défiance générale qui pourrait être de plus en plus présent avec cette idée que tout pourrait être faux à cause de cette profusion de fausses informations qui se produiraient facilement. Et plutôt que, au-delà de la question de la menace et de la chance pour les journalistes et les médias, moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de responsabilité en fait. C'est que effectivement, alors il y a une crise de confiance envers la politique, envers les médias qui est déjà existante, et que face à cette profusion de plus en plus généralisée, de plus en plus facile de fausses informations, il y a une idée de marque.
c'est ce qui labelle en fait Le Monde, c'est une marque. Les journaux sont des marques et c'est une marque qui est censée être un gage de confiance. Quand moi je lis un article du Monde, je me pose pas autant la question de est-ce que ce que je lis est vrai ou pas que quand je lis quelque chose qui vient d'ailleurs, par exemple. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut consolider. Et la question que je me pose, c'est justement comment on fait pour protéger les journalistes eux-mêmes et les producteurs de contenu de la fausse information. Comment faire qu'ils ne se nourrissent pas eux-mêmes des informations produites par ChatGPT, par Midjourney, etc. Peut-être que c'est là pour moi l'enjeu pour les médias qui doivent assurer une responsabilité, c'est être sûr qu'ils sachent en fait vraiment s'affranchir, être vraiment garant de leurs informations et faire des formations. Je ne sais pas s'il y a des initiatives de ce genre à l'œuvre. À France Média Monde, nous c'est le cas. Enfin, les formations là, elles sont en cours et l'idée c'est de former le plus grand nombre dans les semaines qui viennent. Oui, et puis il y a une question de moyens, c'est-à-dire que plus on demandera à des journalistes de produire rapidement un article sur un sujet complexe, plus il sera tenté logiquement de faire appel à ce type de robot qui pourra lui donner une synthèse de la problématique. Donc nous, on essaye, mais on a beaucoup investi dans le nombre de journalistes en disant on a besoin d'avoir des journalistes qui passent plus de temps pour enquêter, pour interroger, pour se faire leur propre opinion et qui soient moins à utiliser des synthèses qui remonteraient par ce type d'outils. Donc ça, c'est une question de moyens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à avoir plus de journalistes qui prennent le temps de travailler et aller à la source de l'information, plus vous prenez ce risque-là. Si au contraire, vous faites un autre pari que tout le monde ne peut pas faire, parce que tous les médias n'ont pas vocation à être payants, mais si vous faites ce pari-là, alors vous pouvez y arriver. Mais c'est un pari qui demande des moyens et qui est un peu élitiste. Après, vous avez une autre catégorie de médias qui sont les médias de service public. Vous pouvez avoir ce qui est plutôt le cas des services publics français, ou des moyens qui sont mis à disposition pour qu'il y ait une extrême rigueur de l'information qui est diffusée. Mais il reste beaucoup d'autres médias qui n'ont pas ni cette colonne vertébrale, ni ces moyens-là. Nous, on y répond en rajoutant des moyens, en disant il faut qu'on ait plus de journalistes pour qu'ils puissent travailler dans le temps et qu'ils puissent travailler sans qu'on leur réclame absolument un article pour après-demain sur le sujet, donc qu'ils aient plus de temps pour travailler. On a vu le Washington Post mercredi de la semaine dernière qui a annoncé qu'il y avait déjà une unité en interne qui était en charge de l'intelligence artificielle, qui en a lancé une deuxième. Bon, on voit aussi derrière la patte de Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, qui donc possède, ça fait 10 ans maintenant je crois qu'il possède le Washington Post, et qui souhaite que le Washington Post soit à la pointe là-dessus pour identifier et se servir de l'intelligence artificielle pour avancer stratégiquement. Bonjour, c'est extrêmement intéressant. Donc, je suis Raphaël Chenulazan, moi je suis président de la plateforme française des ONG Droits de l'Homme. C'est une plateforme qui réunit 30 ONG françaises, notamment RSF ou d'autres ONG qui travaillent avec les journalistes ou sur les problèmes des journalistes, notamment dans le monde. C'est assez abyssal quand même ce qui ressort des discussions autour de l'intelligence artificielle appliquée aux médias et aux journalistes, mais appliquée à tous les sujets. Moi, j'entends qu'une des grandes questions, c'est la question de la déontologie. Comment intégrer de la déontologie dans tout le système. Chez les Américains, j'ai compris, le fair use, plus l'approche. Mais comment on gère et comment on anticipe les acteurs mal intentionnés que l'on connaît déjà, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient non étatiques, qu'ils soient des groupes de pression, qu'ils soient des groupes désorganisés, mais finalement, ça permet une organisation et une démultiplication. J'entends quand même, je suis d'accord, il y a toujours eu dans l'histoire les faussaires de l'histoire. Les protocoles des sages de Sion n'ont pas attendu ChatGPT, ou Staline n'a pas attendu ChatGPT pour effacer Trotsky et je crois Zinoviev de la photo. Mais quand même, on est sur la démultiplication et on est sur des moyens phénoménaux qui sont à l'inverse déployés et je pense en particulier aux acteurs étatiques. Voilà, moi, mon site internet a été hacké plusieurs fois par la Chine et la Russie et l'Iran. Bon, alors moi, je suis aussi directeur d'une ONG qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort.
la Chine et l'Iran, et les fake news. Vous-même, journaliste, avez développé des fact-checkers, des vérificateurs, c'est ça comme on dit, des vérificateurs. Donc maintenant, il y a des unités d'intelligence artificielle qui arrivent, mais est-ce que ce sera suffisant pour contrer Et moi, je ne pense pas qu'il y ait soit tous naïfs, ou plus qu'avant, des générations plus naïves qu'avant, ou plus conscientisées. Je pense que par contre, la masse des fake news, la masse de l'instrumentalisation fait qu'on risque d'être perdu. Et c'est vrai que c'est abyssal, mais j'ai pas de réponse. Vous les avez scotchés. Non, mais vous avez raison. Moi, le problème auquel on est confronté avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y avait un premier problème qui était le numérique, qui donne une capacité de diffusion qui est devenue exponentielle. Maintenant, vous avez une capacité de production qui est devenue exponentielle. Donc l'un plus l'autre sont particulièrement inquiétants. Nous, on l'a vu en termes de diffusion, quand l'Union européenne a interdit la diffusion de Russia Today et de Sputnik en Europe. Immédiatement, ces ressources éditoriales ont été déplacées par la Russie d'Europe vers l'Afrique, et notamment au Mali, où la principale source de fake news est devenue des médias russes. Donc ça, c'était encore, il y avait des humains derrière, mais avec des stratégies d'influence particulièrement fortes. Maintenant, ils vont pouvoir s'appuyer sur de l'intelligence artificielle. Donc un rythme de production beaucoup plus fort. C'est particulièrement inquiétant, et moi j'ai l'impression que les pouvoirs publics français sont très en retard sur cette problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les stratégies d'influence, ils n'ont pas de discours, ils n'ont pas de moyens, et il n'y a pas de politique publique pour contrer ce qui est fait par d'autres puissances étrangères. Ouais. Alors moi, j'ai 2 témoignages et une question. Premier témoignage, c'est par rapport à la traduction, parce qu'on traduit le monde diplomatique en persan, justement. Et le témoignage, c'est qu'on utilise depuis un certain temps l'intelligence artificielle qui nous aide à aller un peu plus vite. Mais après, il faut quand même travailler le texte pour que ça soit un vrai persan poétique, enfin compréhensible. Deuxième témoignage, je prends ma casquette de statisticienne. Il ne faut pas idéaliser l'intelligence artificielle parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. La plupart des calculs que je demande à ChatGPT sont faux. Et après, quand je lui dis « mais tu t'es gouré », il dit « excusez-moi, je vais refaire ». Et il refait, il y a encore une erreur. Donc il ne faut pas non plus fantasmer sur les pouvoirs magiques de l'intelligence artificielle, qui a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc ma question, c'est autre chose en tant que lectrice. Si on fait un point sur le paysage journalistique aujourd'hui en France, et depuis des années, on voit que les lignes éditoriales se suivent. On a l'impression qu'ils se copient sur des sujets importants, comme par exemple la guerre en Irak, la guerre d'Ukraine, la situation en Iran, aujourd'hui la Chine. La plupart prennent des positions qui, je ne parle pas de censure ou d'imposition d'une ligne magique, mais la plupart se suivent, sauf quelques journaux indépendants, quelques journalistes indépendants. Quand il s'agit par exemple de mettre en avant Femmes, Vie, Liberté, très bien, tout le monde en parle, mais de la même façon. On ne parle pas du mouvement social, on ne parle pas des ouvriers, on parle des aspects sociétals. Et ça, c'est tout le monde. Donc aujourd'hui aussi, il y a une forme de contrôle, enfin entre guillemets, des médias, des journalistes indépendants, il y en a très peu. Donc est-ce que la question qu'on se pose, c'est comment le contrôle va échapper? Est-ce que ça va s'échapper? Est-ce que les open source et l'intelligence artificielle pourraient donner des informations aux lecteurs individuels
qu'ils n'ont pas aujourd'hui avec les médias actuels. Ou alors, ça sera encore pire puisque les sources de l'intelligence artificielle sont biaisées et beaucoup plus, comment dire, l'inégalité qu'on a parlé par rapport aux sources de l'intelligence artificielle. Est-ce que, pour simplifier, est-ce que vous avez peur que ça vous échappe? Non, je ne pense pas que ce soit le sujet. D'abord, quand vous parlez du contrôle de l'information, honnêtement, moi, je ne dirais pas ça comme ça. J'ai l'impression que le risque, c'est une uniformisation de l'information. Ce n'est pas contrôle, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs journaux dans un groupe, je prends le groupe que je préside, s'ils ont le même avis sur la réforme des retraites, ça n'est pas parce que nous le contrôlons, c'est que ils ont, franchement, et par ailleurs, là, Anne-Cécile peut en témoigner, on fait partie du même groupe. Si vous lisez attentivement Le Monde, et je vous encourage à le faire, et attentivement Le Monde diplomatique, vous vous apercevrez que régulièrement, il y a quelques différences. Et pour autant, si vous regardez dans l'ours, c'est-à-dire là où on voit qui détient ces groupes et qui les préside, vous verrez que vous trouvez parfois les mêmes noms. Donc, ce n'est pas une question de contrôle, pour moi. En revanche, il y a un risque d'uniformisation. Et quand vous parliez de l'Iran, le risque, c'est que les sources, c'est-à-dire que les médias qui ont la capacité d'avoir des journalistes en Iran présents en permanence, ils sont assez rares. Et donc, dans ce cas-là, le risque des médias qui sont diffusés le plus, qui sont les médias audiovisuels, c'est qu'ils vont aller chercher les images qui sont les plus marquantes. Et effectivement, dans ce cas-là, vous avez des images qui sont sur les problèmes sociétaux, mais pas forcément sur des mouvements sociaux. Donc effectivement, mais je ne pense pas que ce soit une question de contrôle. La question de l'intelligence artificielle, c'est que on rajoute un biais. C'est-à-dire que si vous posez une question à de l'intelligence artificielle, elle ne vous donne pas accès aux sources, ni elle ne vous dira pas quelle source elle utilise. Donc elle va prendre la question que vous lui posez, et elle va vous restituer une réponse. Et moi, je pense qu'il y a la difficulté, c'est que vous n'aurez pas conscience du biais qu'elle utilise pour répondre à cette question. Mais ce n'est pas que ça nous échappe. Honnêtement, ce n'est pas ça le sujet. C'est que je pense que pour la qualité du débat, vous avez un acteur, ça peut être un acteur technologique, mais c'est un acteur quand même qui va vous donner, qui va rajouter un biais dont vous n'aurez pas forcément conscience. C'est-à-dire que si vous achetez Le Figaro, si vous lisez Le Figaro en ligne, et que vous allez lire leur analyse des projets de loi sur l'immigration, vous savez quels peuvent être leurs biais, qui est un biais idéologique, qu'on peut respecter, mais qui est connu. Si vous demandez à ChatGPT son avis sur le projet de réforme de la loi sur l'immigration, relative à l'immigration, ou sur la réforme des retraites, vous ne connaissez pas son biais. Donc moi, je pense que c'est un sujet. Que c'est pas, et que la différence entre une technologie et un journal incarné, c'est que la technologie peut vous donner l'illusion que c'est absolument objectif. C'est qu'à une question, elle va vous donner une réponse qui est incontestable. Or, comme vous le disiez tout à l'heure, quand vous lui demandez une opération mathématique, elle peut faire des erreurs. En revanche, si vous allez lui dire, est-ce que depuis 5 ans, les différents gouvernements français ont une politique qui s'est progressivement est plus libérale ou moins libérale, ils vont vous donner une réponse. Moi, je pense qu'il y a un biais. Voilà. Et que vous êtes capable d'analyser la réponse à une opération mathématique en disant là, visiblement, il y a une erreur, mais que beaucoup de gens, sur une question qui est plus complexe ou plus subjective, ne seront pas capables d'analyser le biais. Alors, il y a encore plusieurs questions. Je vois l'heure qui file. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Après, on terminera ce débat par la signature du partenariat entre l'Union de la presse francophone et le réseau Théophraste des écoles francophones de journalistes,
un partenariat autour d'échanges d'expériences et de contributions aux formations réciproques. Et ensuite, on aura un moment autour d'un verre, on pourra prolonger la discussion. J'en profite pour inviter les 3 directeurs d'école de journalisme à prendre la parole s'ils le souhaitent pour nous dire comment ils intègrent ces questions d'intelligence artificielle dans les formations ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Et je vois aussi plusieurs représentants du Conseil de déontologie du journalisme et des médias, s'ils veulent aussi prendre la parole avant que je ne redonne aux personnes qui détiennent le micro la possibilité de poser des questions. Bon, moi j'en ai pas pour longtemps. Je crois que Thierry Breton, le commissaire européen, travaille à une directive, ou fait travailler ses services à une directive qui doit être déjà en route, qui est prévue pour la fin de l'année peut-être. Donc c'est peut-être une possibilité. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, alors, je crois beaucoup qu'il faut beaucoup donner. Ce qui compte, c'est l'éthique, la déontologie, l'honnêteté, comme disait Hubert Beuve-Méry dans le premier numéro du Monde en 1944. L'honnêteté de l'information, hein, c'est quelque chose d'important. Bon, voilà. Mais ça, on est du côté de la production. Et ce qu'on oublie très souvent quand on parle d'intelligence artificielle, mais quand on parle aussi des fake news ou des mauvaises nouvelles ou des mauvaises informations. Des infox. Ou des infox, j'aime pas du tout ce mot-là. L'infox, ça veut rien dire. L'infox, c'est quoi? C'est une marque de canigou, quoi. C'est le mélange d'information et d'intox. C'est le mélange d'information. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc des infox, c'est le plaisir que ça fait aux gens qui voient et qui lisent. Et c'est là où est peut-être le plus grave problème. Et là, je ne sais pas comment y répondre. La question du... Oui, on a parlé des avantages, des inconvénients, mais en fait, pour rejoindre ce que disait monsieur, il semble que le père de l'IA lui-même doute de l'évolution et de l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, à aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions sur son évolution. Juste une réflexion. Derrière ces cris d'orfraie, n'y a-t-il pas aussi un intérêt financier, etc., géopolitique? Enfin, faut se dire, c'est une façon d'attirer peut-être les investisseurs ou de prolonger certains dans une course. De qui vous parlez là? Non, mais c'est derrière ces propos, par exemple, Sam Altman de OpenAI qui dit voilà, régulez-moi, puis après, ah non, si vous me régulez, je quitte l'Union européenne. Voilà, c'est une façon de tendre le bâton, se faire battre, mais en même temps, voilà, faire craindre le pire, c'est une façon aussi de faire parler de soi. D'accord. Et j'avais également une question, c'est pour les entreprises. Alors, monsieur Dreyfus, pour Le Monde, en a parlé, mais pour les entreprises qui investissent beaucoup sur l'IA, est-ce qu'il n'y a pas des risques de dégraissage justement social? Évidemment. C'est-à-dire que mais ça, on va avec... je pense que ça n'a pas de lien parce que, en fait, les outils d'intelligence artificielle sont mis à disposition et sont finalement assez peu onéreux. Donc, vous n'avez même pas besoin d'investir sur l'intelligence artificielle, parce que si vous investissez dessus, vous allez avoir des développeurs, et donc potentiellement il y aura de l'emploi. Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle peuvent vous laisser croire effectivement que vous pouvez assez vite vous passer de plusieurs fonctions de la chaîne de production. Donc effectivement, il y a ce risque-là, c'est ce que j'évoquais en début, il y a potentiellement un risque aussi sur l'emploi. Donc, quand vous avez des entreprises qui sont fragiles, certains pourraient prétexter que l'intelligence artificielle va vous permettre de faire des choses qui étaient avant faites par des salariés, et donc vous allez pouvoir... voilà, donc il y a effectivement ce risque-là. Ouais. On va prendre les 2 dernières questions. Il y a Virginie Troy et ensuite Pierre Gantz. Oui, Virginie Troy de la Fondation Croix-Rouge. Donc un grand merci à Anne-Cécile Robert et à vous tous d'agiter nos intelligences humaines. Je pense que c'est aussi, ça pose en miroir cette question-là de redéfinir nos intelligences. On voit bien qu'il y a un grand enjeu qui est celui de la vitesse. Il y a un grand producteur de contenu à forte déontologie qui n'a pas été mentionné, qui a été le secteur universitaire et la recherche, puisque ces débats sont autant au niveau de la recherche. Alors bien sûr, la question, c'est sur les effets
de l'intelligence artificielle sur les secteurs en termes professionnels, mais au-delà de ça, à vous entendre tous, il y a un véritable enjeu justement à comprendre les questions que ça la pose et très vite. Donc ma question, c'est comment coopérez-vous avec le secteur de la recherche pour vraiment définir et travailler les enjeux, les questions, les urgences. On sait que la recherche prend du temps. Former des doctorants, avoir des productions de recherche, ça prend des années, que ce soit au niveau de la psychologie, philosophie, sciences politiques, relations internationales. La question de l'intelligence artificielle se décline dans toutes les disciplines. C'est aussi de la mobilisation de financement important pour faire travailler ces chercheurs. L'intelligence artificielle nous prend de vitesse, donc j'aimerais juste comprendre comment vous travaillez aujourd'hui avec le secteur universitaire pour prendre de front cette question qui nous dépasse. Alors peut-être pour tenir les délais, on va prendre plusieurs questions et puis ensuite on fera un retour par la tribune pour conclure. Donc il y a Pierre Gland, c'est Éric Naon. Non, je vais être bref, je suis donc du Conseil de déontologie journalistique et de médiation français, le Conseil de presse français. Je voudrais revenir juste au titre, l'intelligence artificielle menace ou chance pour les journalistes et les médias, et dire que ça pose des questions déontologiques, l'intelligence artificielle telle qu'elle est devenue avec la génération de contenu, parce que l'intelligence artificielle dans les rédactions, on l'utilise aussi depuis pas mal de temps. On a évoqué tout à l'heure les traducteurs, on pourrait évoquer les aides au montage en télévision et autres qui existent depuis des années maintenant et qui se perfectionnent. Mais je pense qu'il y a deux choses auxquelles il faut réfléchir, interroger nos pratiques déontologiques au vu de ce que menace ou ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Parce que c'est des menaces, mais ça peut être aussi un apport. Et là, peut-être définir, en tout cas nous y travaillons en ce moment au sein du CDJM, pas de nouvelles règles, mais de nouvelles appréciations des règles déontologiques par rapport à ces outils. Et il y en a deux qui me viennent immédiatement à l'esprit et qui, à mon avis, sont intangibles. Un, ne pas mettre directement le public, quand on est journaliste, ne pas mettre directement le public avec un produit de l'intelligence artificielle. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Il faut qu'il y ait forcément, là vous avez employé le mot couche, j'aime pas beaucoup, mais qu'il y ait forcément une intervention journalistique humaine avant que le produit de l'intelligence artificielle amène au public. Deuxièmement, être totalement transparent vis-à-vis du public si un produit journalistique a été peu ou prou fabriqué avec l'aide de ces outils. Le dire et l'assumer en expliquant comment. Il y a d'autres règles qui viendront peut-être, mais c'est en tout cas celles que auxquelles nous allons réfléchir et développer à travers le CDJM. Et la dernière question. Oui, bonjour. Éric Naon, directeur adjoint de l'Institut pratique du journalisme de Dauphine et président de l'EJTA, l'Association européenne des écoles de journalisme. Juste une petite réflexion, ça fait quelques années que les écoles s'intéressent à ces sujets par le biais au départ du data journalisme, par les générations de fausses nouvelles, etc. Et voilà, soyez rassurés, on travaille dessus. Il y a des initiatives qui sont déjà dans certaines de nos écoles en France, en Europe, autour de certificats, journalisme et IA. Et également de premiers cours IA et journalisme qui vont voir le jour dans nos écoles dès la rentrée prochaine, avec notamment 3 axes, qui est vraiment de comprendre, soulever le capot de ces machines pour pouvoir comprendre, discuter avec les chercheurs. On a la chance de travailler dans des pôles universitaires de renom, de travailler avec des chercheurs en intelligence artificielle qui peuvent nous expliquer à nous, pauvres littéraires, ce qu'ils font, comprendre aussi les termes, la terminologie, quand on parle de deep learning, quand on parle d'hallucination de l'IA, on a tourné autour, mais cette génération d'erreurs, que les journalistes puissent vraiment expliquer au public pourquoi la génération de texte, consubstantiellement, il y a une génération d'erreurs possible, probable, et donc le doute, etc. Et enfin, le troisième pilier, pour bien comprendre, justement, pour bien utiliser et avoir une sorte de journalisme augmenté, un petit peu comme on a eu la production assistée par ordinateur, le copier-coller qui a changé aussi beaucoup de choses, et pas que en mal, parce qu'on pense à prendre un texte d'un autre et le plagier, mais le copier-coller, c'est aussi changer l'ordre de son propre texte et ne plus découper un texte et faire un gain de temps.
L'IA va aussi nous permettre de faire des canevas d'articles qu'il faudra ensuite évidemment vérifier, etc. Donc voilà, le troisième pilier aussi, une fois qu'on aura bien compris comment ça marche, comment on s'en sert, va être d'enquêter de manière très correcte sur ces entreprises, les boîtes noires des data, etc., etc. Donc voilà, on est effectivement dessus et les prochaines générations de journalistes seront bien formées. Je vous laisse chacun d'entre vous quelques mots de conclusion sur l'ensemble des sujets, la recherche, la déontologie, la formation des journalistes. Ouais, peut-être que sur la recherche et sur les recommandations qu'on peut avoir, sur le lien entre la recherche et les médias, très sincèrement, il est aujourd'hui inexistant ou embryonnaire. Et là, les pouvoirs publics pourraient peut-être prendre l'initiative et essayer de coordonner ou de créer des espaces de discussion, puisqu'aujourd'hui, ils ne dépendent que de la bonne volonté des uns et des autres, qui ont par ailleurs d'autres enjeux. Et sur ce qui était proposé par l'esquisse de proposition du comité de déontologie, moi je pense qu'il y a, je retiens la transparence absolue. Il y a probablement la nécessité que ces outils d'intelligence artificielle soient le plus possible en open source, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forme de filtre économique. Et puis il y a un dernier point, c'est-à-dire qu'il faut quand même poser la question du copyright. C'est-à-dire que sinon, on va vers un appauvrissement de l'ensemble du secteur et qui, dans ce cas-là, se traduira par des choix qui seront durs. C'est-à-dire que si on veut pouvoir maintenir un niveau de ressources éditoriales, de ressources humaines très important, il faut absolument que nos contenus, que l'utilisation de nos contenus soit rémunérée. C'est-à-dire que sinon, c'est prendre un risque. Donc il ne faut pas oublier ce volet-là. Moi, je dirais que finalement, on parle d'accélération, mais il y a une logique de temps long qui est assez forte où, quand on parle d'accélération, c'est plutôt un impact sur l'intensité. C'est qu'effectivement, plus les technologies sont performantes, plus leurs effets se produisent avec une certaine intensité. Mais en fait, on a en germe un certain nombre d'effets négatifs ou favorables qu'on observe aujourd'hui, qui sont déjà là depuis plusieurs années et sur lesquels on pouvait déjà se pencher. C'est juste qu'ils ont une intensité accrue parce qu'on peut faire plus, on peut faire plus vite. Mais je pense que finalement, cette recherche, et c'est aussi ce qu'apporte la recherche, c'est de se placer dans une perspective de temps long pour à la fois être ancré dans ce qui s'est passé, pouvoir anticiper et pas succomber à cette espèce d'urgence qu'on ressent avec cette accélération, et plutôt creuser sur quelle est l'intensité, comment elle va évoluer et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Je rejoins à la fois Louis Dreyfus et Marion Carré. Il ne faut pas du tout être technophobe, mais avoir une approche très pragmatique, se poser les bonnes questions et faire les investissements en temps, peut-être même aussi en argent si nécessaire, pour essayer de prendre le train en marche, parce qu'on ne l'a pas raté. On est accroché au wagon, il faut y aller. Et après, les usages suivent. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le monde bouge très vite et nous qui racontons le monde, eh bien, devons rester en prise. Donc voilà, raconter cela et poser les enjeux pour aussi essayer d'éclairer le débat public, parce que c'est notre rôle en tant que journaliste. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. J'appelle le président du réseau Théophraste pour qu'on puisse signer cette convention de partenariat. Mamadou, si tu veux bien nous rejoindre, partenariat donc entre le réseau Théophraste, qui regroupe 14 écoles francophones de journalistes, et l'Union internationale de la presse francophone. Et ensuite, je vous invite à nous retrouver sur la mezzanine pour partager un verre de l'amitié. Donc, Radija Ridouane, notre directrice exécutive. Merci. Est-ce que tu as un stylo ?
Oui, Oui, c'est un plaisir pour nous, au niveau du réseau Théophras, de signer ce soir ce partenariat qui va officialiser un travail important que nous pourrons faire pour la profession. C'est intéressant et je vous félicite aussi pour ce sujet-là. Et ça m'a permis de voir qu'il y a quand même une évolution entre le monde francophone et le monde anglophone, parce qu'il y a quelques jours, j'étais à Johannesburg et le directeur de Bloomberg Media disait qu'avec l'intelligence artificielle, ils arrivaient à produire plus de 2000 articles par jour et à cibler les lecteurs. Et là, moi, honnêtement, j'étais inquiet. J'étais inquiet pour la profession, mais également pour les étudiants que nous étions en train de former, parce qu'avec ce rythme-là, c'est le talent qui disparaît. Merci. Merci beaucoup, Mamadi. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié, comme on dit, juste à la sortie. Merci à Cédric Rottier de la technique.